Gérard, victimologue, psychanalyste clinicien, qui va aborder aujourd'hui dans Osmosène, l'émission, le sujet de la prévention des violences sous l'angle des impasses politiques et sur deux aspects, l'aspect clinique et l'aspect éthique, mais évidemment tout cela à l'aune de son histoire personnelle et de son expérience professionnelle. C'est Osmosène et ça démarre tout de suite. Osmosène, l'émission. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous. C'est Osmosène, l'émission bien-être, mais pas que, avec les invités. Il l'a dit. Il l'a dit. Non, mais des fois, on attaque les poncifs du bien-être, et notamment avec Jean-Jacques Gérard, parce qu'il y en a dans toutes les professions, dans tous les secteurs, des poncifs. Des poncifs. Des stéréotypes, des choses comme ça, ça nous empoisonne des fois la vie. Jean-Jacques Gérard, bonjour. Bonjour. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés, dis donc. Ouais. Alors, on va aborder aujourd'hui un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la prévention des violences. Tout à fait. Vous avez écrit des propositions il y a quelques années qu'on retrouve sur le site, où l'on retrouve vos écrits. C'est-à-dire que c'est pas tellement des propositions, c'est plus toutes mes réflexions depuis, en particulier depuis les années 84, donc ça fait 35 ans maintenant. Hein. Oui. L'anniversaire de mon fils, de la mort de mon fils, était là en février. On y est. Donc c'est le 5 février. Et donc ça fait pratiquement 35 ans que je chemine je réfléchis, je pense, j'expérimente, j'éprouve différentes choses sur ces chemins de violence. Vous avez quand même présenté des propositions pour une prévention des comportements violents et des récidives. Oui. Alors ça me renvoie quand même. C'est vrai que ça me renvoie chez Macron en 2017, c'est-à-dire chez Madame Sonia Jemmé Walker, qui est sa conseillère justice, et effectivement avec l'idée. Alors c'est pas de présenter les propositions, c'était surtout l'idée de partager ce que j'ai découvert et compris, dans l'idée effectivement que sous l'autorité du président, je puisse créer un groupe de travail. J'allais dire pluridisciplinaire, avec anthropologues, philosophes, sociologues, psy, bien entendu, et des personnes qui se sentent concernées, intéressées pour repenser ce terrain à la fois clinique et autrement éthique. Parce que ça nous convoque, les questions de violence nous convoquent à ces deux endroits. D'accord. Alors on a dit, j'ai précisé, à l'aune de votre histoire personnelle et de votre expérience professionnelle, on va quand même resituer tout ça sous cet éclairage-là, quoi. Donc vous nous le précisez quand même dans un de vos textes, qu'on trouve, j'ai mis le lien sur Psychoressources, mais c'est votre traversée dans l'innommable. Oui. Donc, la traversée dans l'innommable, c'est une traversée qui contient pas mal ce texte-là. Il reprend ce qui m'a conduit à partir, à quitter la France et aller vivre dans le Haut-Atlas. À quel besoin j'avais à répondre, moi. Et chemin faisant, ou cheminement faisant, mais c'est la même chose, cheminement faisant, de découvrir et de penser loin de ce pays qui m'a vu naître, loin de ça, donc une sorte de retraite, dans lesquels là je pourrais penser autrement, et avec ma plus belle copine, c'est la nature. Et donc je me suis retiré dans les Hauts-Atlas, et là j'ai créé du reste à cette époque un espace d'observation de la nature, de façon tout à fait naturelle. Enfin voilà, j'étais là-dedans. Alors vous êtes parti là-bas, c'est en réaction aussi, non ? Oh non, pas du tout comme ça. Non, je pense que ça fait partie de changer d'air, de vivre ailleurs. De vivre autre chose, et je pense qu'aujourd'hui, j'en avais un peu ras-le-bol de mes congénères franchouillards, comme je les appelle comme ça, et besoin, mais ça il faut vivre le chemin, puis après on y repense de nouveau, et on se dit dans le fond à quel besoin j'ai cherché à répondre, et je crois que je l'ai dit. J'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de me mettre à distance, j'avais besoin et puis en même temps aussi de découvrir d'autres natures et d'autres cultures, en particulier les Amazirs des montagnes, Amazirs faussement appelés berbères en France. Oui. Moi je dis toujours ça parce qu'Amazir ça veut quand même dire homme libre. Et j'aime bien. Il reste une partie de leur
symbole est devenu mon logo. Donc les Amazirs du Haut-Atlas, et puis les Arabes, on va dire des plaines, et plus particulièrement des quartiers populaires de Marrakech. Alors, ceux-là, on ne les trouve pas tout à fait dans les riads de Marrakech. Hein. On ne les trouve pas non plus au Club Med, si on s'est bien compris. Moi, j'avais besoin de voir autre chose que toute cette merde, quoi. Oui. Bah voilà. Oui, autrement que d'être dans un petit clan de vacances entre, c'est ça. entre Il y a une quête, touristes. Ouais. Oui, alors ça répond à une quête quand même. Le bonhomme, la quête, c'est quelque chose qui, évidemment, qui contient toute la subjectivité, c'est-à-dire la quête d'un essentiel. La quête d'un essentiel, effectivement, comme vous l'avez repris, j'ai vécu la perte de mon fils et j'ai vécu, alors après au-delà, 6 années d'un parcours judiciaire assez terrible, puisqu'il verra dans les années 88 le présumé auteur de ce double crime, c'est-à-dire viol et meurtre, remis en liberté par la justice elle-même. Enfin, par l'institution judiciaire. Aujourd'hui, je précise, c'est pas la justice, faut pas se gourer. Comme l'a dit Furbury, cet avocat de Toulouse, faut pas confondre, quoi. La justice, c'est une vertu. L'institution judiciaire, c'est une administration. Et l'administration, elle est humaine. Il y a des hommes. Ils peuvent déconner et même relâcher quelqu'un, un auteur présumé, qui sera confirmé auteur. Mais il aura fallu que je le rencontre sous le regard d'une caméra. Ça a fait un scoop. Enfin, il y a eu tout ça, Poivre d'Arvor aux 20h, le 90e rugissant avec Christine Bravo. Enfin, 4 pages dans l'IB. Voilà, ça va donner. Et grâce à ça, quand même, eh bien, le judiciaire va enfin commencer à entendre quelque chose, se ressaisir du présumé auteur et enfin le juger 6, 7 et 8 mars à Valence, 6, 7 et 8 mars 1990. Donc, c'est tout un parcours. C'est lourdingue. Plus lourdingue, tu meurs. Bah oui. Voilà. Et en plus, après, toutes les années suivantes, plus mon engagement avec des adolescents, effectivement, qui était d'une certaine façon un vrai engagement, d'une autre façon un camouflé. Un camouflé de quoi? Un camouflé d'une résurgence de ma propre adolescence, de ma propre histoire, qui a été plutôt douloureuse à l'âge de l'adolescence, et qui a été réveillée par le fait que c'est un adolescent qui a tué mon fils. D'accord. À cette époque-là, quand vous parlez de Libé et tout ça, il y a aussi il y a d'autres poncifs là, parce que vous avez essayé de comprendre et d'autres ont cru que vous pardonniez. Alors il y a eu beaucoup de confusion. Hein. Et puis, évidemment, en 1 heure, on n'aura pas le temps de toutes les repérer, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de confusion. Comprendre et excuser, c'est 2 mots différents. Ça n'a rien à voir. Et la confusion, je m'en suis rendu compte plus tard, c'est que en fait, tout le jargon autour de ça, populaire, en fait, est traversé par une morale. Il est traversé par une morale, on peut dire duel, binaire, on peut dire talionique, je l'appelle talionique, sur la vengeance. Et dès qu'on est touché dans les profondeurs, tout de suite, ce qui arrive, évidemment, c'est le pulsionnel. C'est le pulsionnel, les gens ont envie de tuer, et ils ne se rendent pas compte. Alors, ils vont légitimer cette envie de tuer, c'est-à-dire cette envie de vengeance, parce que l'autre, c'est vraiment l'affreux des affreux, c'est le monstre. Et donc, il faut le tuer, le monstre. Ils ne se rendent pas compte que, chemin faisant, ce qu'ils projettent sur celui qui a commis, c'est aussi une part d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas moins monstres que celui qui se qualifie. J'allais dire, quel est le plus monstre des deux finalement, c'est-à-dire que s'ils peuvent parler de monstre, c'est parce qu'il y a du monstre en eux, sans ça, ils ne pourraient pas en parler. Donc, et de ma part, ce n'est pas du tout moral. Il y a toutes les couleurs, je l'ai déjà écrit, de l'arc-en-ciel en chacun de nous. Il y a toutes ces couleurs-là de l'arc-en-ciel. Et ensuite, c'est un chemin personnel et non pas collectif. Je pense d'abord personnel qui, petit à petit, va nous faire nous affranchir de ce qui est en nous. Mais là, vous allez vous heurter à un mur total, parce que là, ça veut dire qu'il faut repenser tout, redéfinir quelque chose que l'on fait depuis des centaines d'années, c'est-à-dire la justice telle qu'on l'a fait. Le bien, le mal, il est coupable, il n'est pas coupable. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas de me heurter à tel ou tel, c'est d'essayer de comprendre. Voilà. Et donc, chemin faisant, j'ai compris. Alors, j'ai compris un certain nombre de choses. L'une d'entre elles, c'est que toute personne qui va passer à l'acte, comme on dit, il n'est pas en capacité d'avoir élaboré son acte, la plupart du temps, parce qu'il est aux prises lui-même avec quelque chose qui est plus fort que lui. Du reste, on va retrouver, si on écoute attentivement les personnes qui font, mais pas forcément, là c'est des trucs très impressionnants, viol et meurtre d'un gamin, mais il y a au quotidien, mais le nombre de passages à l'acte, mais de tous. Mais les gens, ils s'en rendent même plus compte. Ils sont aux prises avec leurs pulsions, leurs impulsions, on pourrait le dire comme ça, et à un moment donné, ils finissent par dire, oh putain, c'est plus fort que moi. Je t'ai foutu une tarte dans la gueule, et en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Ben, ça, c'est des trucs qu'on entend tout le temps. Et puis souvent dans les procès, c'est ce qu'on voit aussi. La personne qui est sur le banc des accusés Ouais. ne peut pas expliquer son geste. Non, la personne qui est sur le banc des accusés, il faut recontextualiser. Elle est déjà aux prises. Quand elle est sur le banc des accusés, il y a déjà 2 années minimum de judiciaire derrière. Ouais. 2 années minimum, on a désigné cette personne comme étant le pourri des pourris. Elle est déjà condamnée. Elle est déjà condamnée de par l'opinion publique. Et en plus, le cadre judiciaire, c'est-à-dire la scène, c'est-à-dire cette espèce d'immense théâtre, est pratiquement il est autocondamnant. Il y a tous les ingrédients pour que cette personne ne puisse plus se penser en tant qu'elle-même, en tant que sujet d'une histoire. C'est plus possible. En même temps, c'est très difficile pour quelqu'un dont on sait qu'il a tué ou violé un enfant d'arriver à le regarder comme ça, de façon neutre, pendant son procès, en se disant non, mais coupable. pour moi, c'est même pas ça le compliqué. plus important. C'est même pas ça le plus important. Je ne veux pas aller dans la dérive. Le plus important, c'est pas là. Le plus important, c'est que j'ai assisté à des procès de personnes. Mais il ne s'agit pas de ça. La question pourrait être posée autrement. Comment cette personne en est arrivée là? Oui. Voilà. Ça, c'est comprendre, pas excuser ni condamner, mais comprendre comment cette personne en est arrivée là. Voilà. Ça, c'est le plus important. Je l'ai fait avec la personne qui a tué mon fils. Je l'ai fait d'abord avec moi-même, c'est-à-dire face à certains actes que moi-même j'ai pu commettre étant gamin ou adolescent ou un peu plus tard. Comment j'en suis arrivé là? Donc ça, c'est très important de répondre à ces questions. Et on va trouver au carrefour de cette question d'énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Il y a des blessures psychologiques, affectives, de toute nature. On aura l'occasion, si on fait une autre émission, de mieux préciser la nature de ces blessures. Donc tout le monde peut passer à l'acte. Qu'est-ce que ça veut dire passer à l'acte? Je différencie passer à l'acte de mettre en acte. Mettre en acte est un acte conscient. Passer à l'acte, c'est être en situation de ne pas pouvoir élaborer quelque chose et à un moment donné d'agir quand même. Ça nous dépasse quand on est dépassé. Quelqu'un d'autre, c'est une possession. C'est comme si on dit, c'était plus fort que moi, c'est quelqu'un d'autre en moi, j'ai vu rouge. Enfin, il y a tout un tas de choses, mais très simples pour dire ça. Ce que j'ai dit moi, c'est que le cadre judiciaire ne prend pas suffisamment en considération ça. C'est-à-dire, ça, c'est vécu comme quelque chose dans le judiciaire, dès qu'on arrive dans le judiciaire, comme quelque chose de contingent et non pas d'essentiel. Or, moi, je l'ai repéré comme quelque chose d'essentiel. C'est la colonne vertébrale de l'action. Et qui va, à un moment donné, amener, que ce soit Patrick Thomas, donc celui qui avait tué mon fils, ou un autre, ou Willy Van Copernol aux assises de Nîmes en 93, ou Christian Van Geloven, appelé le monstre de haine, avec lequel j'ai eu une correspondance. Il était à l'époque condamné à perpète à la centrale de Mende. Et je me souviens, bon, les uns ou les autres, et d'autres moindres encore, ont été confrontés à de telles blessures psychologiques, affectives. Voilà, j'essaie d'éviter les mots techniques, mais de telles blessures qu'à un moment donné, c'était pratiquement programmé. Tous ces conditionnements de l'être qui a été méprisé, et bien à un moment donné, ça va ressortir. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas souvent pris en compte. C'est-à-dire, on va pas chercher quelles sont les conditions qui ont amené la personne à sortir d'elle-même. Je pense que c'est mal pris en compte. C'est mal pris en compte pour une raison parmi d'autres, c'est que c'est pris en compte par des universitaires. Et les universitaires, ils ont un bagage théorique. Mais il leur manque souvent une expérience, et peut-être une expérience de leur propre blessure, à eux, en tant que personne. On peut avoir un doctorat et ne jamais avoir fait un travail sur soi, qu'on appelle aujourd'hui travail sur soi, c'est-à-dire un long travail psychologique, parce que c'est quand même, c'est assez long quand même pour pouvoir rencontrer suffisamment ce qui est en nous et parfois qui peut se mettre en action à n'importe quel moment. Donc, la société est organisée comme ça. Il y a apparemment ceux qui savent et qui seraient les universitaires, et puis il y en a d'autres et qui sont un peu marginalisés par rapport à ces universitaires. Mais quoi qu'il en soit, alors il y a ça, c'est un premier point, mais il y a un deuxième point qu'il faut observer, c'est le grand corps médical, c'est lui qui va déterminer aujourd'hui, devant la loi, si la personne est responsable ou pas. Alors aujourd'hui, devant la loi, les fameux psychiatres qu'on fait intervenir. Le psychiatre, c'est le médecin. Qui intervient dans les procès très souvent et qui donne le profil. C'est ça, qui va nous donner un catalogue du profil, qui va questionner la nosographie, le machin, le truc, et ça ne rendra pas compte, mais jamais, de tout ce que j'ai pu en lire, ça ne rend pas compte de la vérité du sujet. Et je continue et persiste à dire que la personne qui a commis ça, ça ou ça, c'est un sujet, c'est une personne. Et que les psys, dans l'enceinte
dans l'enceinte judiciaire, font le jeu d'une sorte de morale. Ce que j'ai appelé la morale talionique, c'est-à-dire une morale de vengeance. Une morale punitive. Il faut qu'ils payent. Si on commence à Pourtant, piger... ce sont eux, ce qu'on dit, qui amènent les circonstances atténuantes des fois. Oui, mais la circonstance atténuante, elle est relative à la peine. Ouais. Attendez, elle est relative à la peine. Moi, je ne parle pas de ça. Ouais. Ça, c'est de la grosse merde en barre. On sort ça parce qu'on culpabilise d'avoir condamné quelqu'un. Et les gens ne se rendent pas compte. Quand je dis les gens, c'est ceux-mêmes qui sont les acteurs terribles de la scène du judiciaire qui, je le rappelle, n'est pas la justice. Au sens que l'a dit Furbury. Complètement d'accord avec lui. Ou encore mieux, ou autrement, maître celui de Lille, Dupond-Moretti, je sais que là, on est assez d'accord sur ce terrain-là. Le judiciaire n'est pas la justice, il ne faut pas se gourer, et ça peut se planter à tout moment, et manifestement pour moi, dans la façon d'organiser la scène et le théâtre judiciaire, il manque vraiment, vraiment quelque chose, c'est-à-dire il manque de l'humain. Alors, vous avez cité Furbury, je donne la définition bien de sûr. la justice, point d'interrogation, c'est cette erreur millénaire qui veut qu'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu. Une erreur millénaire. Tout à fait. D'après lui. Oui, oui. Voilà, donc, mais il n'est jamais trop tard pour à un moment donné penser, ne serait-ce qu'à partir de cette parole, et comprendre, en tout cas moi pour mon chemin, qu'il y a vraiment une différence entre ce mot de justice, effectivement une vertu, une valeur qui peut nous nourrir, pourquoi pas, et puis le climat et le monde judiciaire. C'est deux choses différentes. Alors la clé, c'est comprendre. De toute façon, pour chercher moi, à comprendre. Chercher à comprendre, mais chercher à comprendre, ça impose plusieurs choses. Le bonhomme qui est en face de vous, qui cherche à comprendre, c'est 12 années de psychanalyse, c'est une formation sur 4 ans en gestalt thérapie, c'est la phénoménologie clinique, c'est aussi comment dirais-je, le travail centré sur la personne Rogers, et surtout un gros travail sur moi. Et ensuite, c'est de la didactique, c'est de la supervision clinique. Enfin, c'est du boulot et c'est de la réflexion et c'est des rencontres à différents niveaux. C'est aussi des échanges avec Robert Badinter, avec Michel Rocard à une autre époque, avec des gens qui pensent à ça et qui trouvent, avec Jacques Chirac, et qui était très sensible à la cause. Jacques Chirac, en 2004, il a pris, à un moment donné, il avait un discours à faire sur la sécurité. Et 2 mois avant, je lui avais envoyé un document dans lequel je lui disais qu'entre la notion de responsabilité pénale et celle d'irresponsabilité, il y a une marge très importante dans laquelle on pourra voir venir, et je le souhaite du fond du cœur, une autre notion qui est un concept que j'ai créé, je ne sais pas si on crée, que j'ai découvert chemin faisant, c'est celui de non-responsabilité circonstancielle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on tient compte des circonstances et de toutes circonstances, du terrain dans lequel la personne a grandi, des blessures qu'il a pu avoir comme vraies blessures, comme vérité psychique de ces blessures. Et à ce moment-là, on tient compte de toutes les circonstances et en fonction de ces circonstances, on verra bien comment les circonstances de la vie d'une personne ont pu déterminer ses actes. Voilà. Et ça, le clinicien que je suis aujourd'hui, avec tout patient, je le vérifie tout le temps. Tout le temps. Les actes commis, mais ça va, les passages à l'acte, c'est pas seulement tuer un minot, ça peut être de se marier, un passage à l'acte. Ah oui, d'accord. Attends. C'est-à-dire le mec, il se marie avec une nana et il se réveille le lendemain matin, il se dit putain, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un passage à l'acte. Mais je pourrais vous en donner des dizaines qui sont complètement normalisés dans notre chère société. Mais des passages à l'acte, c'est tout le temps. Qui c'est qui ne passe pas à l'acte ? Ils sont où ceux qui passent pas à l'acte ? Plus ou moins forts, plus ou moins violents, selon la nature des circonstances de la vie, selon ce qu'on a rencontré de traumatismes, de choses plus ou moins fortes, etc. Mais la notion même de passage à l'acte, elle est inhérente à l'humain. Ou alors ça voudrait dire que dès le départ, on fabrique des gens super conscients. On ne fait plus rien, quoi. Mais non, on en a oublié toutes les conneries qu'on s'est bouffées avec nos parents et qu'on sort. Faut arrêter les conneries. C'est comme si on avait confondu, au travers du mot responsabilité, on a confondu idéal et réalité. Et puis on a oublié même l'étymologie du mot. C'est pour ça que j'ai dit l'étymologie, elle est passée à la poubelle. C'est être en capacité de répondre de ses actes. Mais j'en connais pas beaucoup des gens qui sont en capacité de répondre de leurs actes pour arrêter les conneries. Et le mot responsabilité, pour moi, il est lié à une notion qui s'appellerait une notion de niveau de conscience. Oui, parce qu'entre un mariage et un meurtre, il y a quand même un passage à l'acte qui n'est pas tout à fait le même. Mais il ne s'agit pas de comparer les passages à l'acte, il s'agit de dire que le mécanisme qui consiste à faire des passages à l'acte, il est permanent. C'est le même. Mais bien entendu que c'est le même.
quelque chose qui nous dépasse, donc qui C'est prend quelque chose sur qui va notre libre dépasser. arbitre, quoi. Mais bien entendu, mais le libre arbitre, c'est que dalle. Il faut arrêter les conneries, sauf les gens du développement soi-disant personnel. Je veux bien. Mais il faut arrêter les conneries. Quand on se coltine à l'humain, comme moi je m'y suis coltiné, c'est-à-dire qu'on va y voir, et on aura l'occasion de le reprendre, sur se coltiner vraiment à ces contraintes existentielles qui nous sont communes. Oh putain, ça change la donne. Hein. Ouais. Là, ça nous ramène dans l'humanité, dans ce qu'elle peut avoir de plus terrible. Mais en même temps, si on veut être conscient, je ne connais pas d'autre chemin que se confronter à nos peurs, qui se trouvent au carrefour de tout ça. Parce qu'au carrefour de tout ça, ce sont des peurs. C'est des blessures, mais c'est aussi des peurs. Alors, on parle de prévention. Parce que là, ce dont on discute, c'est après. C'est une fois qu'il y a un procès. Ce que je discute, voilà. C'est comprendre. Ouais. Donc, non, mais on ne peut pas parler de prévention si on n'a pas pigé sur quoi s'articule. C'est-à-dire que si les problématiques de souffrance psychique et affective sont considérées comme contingentes, ce qui est le cas jusqu'à maintenant, on est mal barré. Donc, ça suppose qu'il faut remettre la balle au centre. C'est-à-dire, d'abord, on parlera de troubles et de perturbations psycho-affectives. Oui. À partir de là, on a mis le ballon. D'après moi, on remet le ballon au centre. Là, on est dans la partie clinique. Hein, on est dans la partie expliqué clinique. À nos auditeurs qu'il y avait deux aspects, clinique et éthique. Donc là, on est dans la partie clinique. On est dans la partie clinique. Tout à fait d'accord. Et donc, à partir de là, si j'ai à considérer, en tant que juge, président d'un tribunal, que la personne qui est en face de moi, elle a été aux prises avec du plus fort qu'elle, c'est évident, y compris avec les jurés, que mon regard ne sera plus tout à fait le même. Et que la sentence ou que la sanction ne sera plus tout à fait la même. Au centre de la sanction, au centre de la sentence, il y aura quelque chose qui va humaniser. Voilà la différence. D'accord. Elle est fondamentale. Mais ça présuppose cette humanisation-là, qui est que le paradigme de l'époque, c'est-à-dire la vision du monde sous-jacente, elle est inclue que l'être humain, il est faillible, il est faillible. Il y a un autre mot, il ne me vient pas à l'esprit, mais je l'aime beaucoup celui-là. Il est vulnérable, voilà, c'est mon mot. Il est vulnérable, arrêtons les conneries. Ça, on risquera de croire qu'il y a ceux qui sont conscients et ceux qui ne le sont pas. On est dans un manichéisme primaire. Ou les super-humains, puis les super-humains et les pauvres cons. On est tous, le plus super comme le plus terrible, c'est en chacun de nous. Et à un moment donné, ça nous amènera à l'humilité. Je rappellerai que ce mot a la même origine qu'humanité, pour autant qu'on le ressente. C'est ce que j'allais vous dire avec cette approche, cette vision que vous avez. Tout d'un coup, on se dit, mais c'est vrai qu'on est plus humain là. Bravo. On est moins dans tu as péché et tu seras puni. Et bien entendu, vous le dites, moi je le dirais dans mon langage, on a sorti l'Église et les curés, évidemment. Évidemment, comme le disait ce cher Léo Ferré, la morale c'est toujours celle des autres. D'accord. À partir du moment où on se dit c'est mal, il faut qu'on se pose la question, quoi. C'est ça? Est-ce que je prends en compte toutes les considérations? Est-ce que le besoin d'être je pense jugement... par exemple à Nordal Lelandais, par exemple, quand il va passer en tribunal, là, on est déjà nous conditionnés à se dire c'est un monstre, par exemple. Oui, bon, on dira tout ce qu'on voudra. Moi, personnellement, je me suis pas identifié à Don Quichotte. Donc, on dira tout ce qu'on voudra. Moi, j'y peux rien. Moi, Nordal, je l'aborderai certainement pas par les biais dans lesquels il a été abordé. Nordal, c'est un être humain. Il est actuellement emprisonné. Il est possible qu'il ait commis, que ce soit déjà, on sait à peu près que c'est un multirécidiviste. Et Nordal, j'ai quelques hypothèses, mais ça reste flou parce que je l'ai pas approché. Je serais pas du tout gêné, quelqu'un comme moi, d'approcher quelqu'un comme lui. Il m'arrive d'approcher, dans le cadre de ma clinique, des gens qui ont commis. Oui. Qui ont commis. Ou d'autres qui pourraient commettre. Oui. Et je suis très emmerdé parfois parce que le contexte social et judiciaire, il est fait comme il est fait. On reviendra sur l'idée de Sébastien. Oui, bah, on va y revenir. Mais on va voir. Parce que je m'y suis coltiné avec ce gamin. Bah, ça vous pèse toujours puisque vous ne l'avez pas retrouvé. Mais bien entendu. Mais je n'ai pas retrouvé et j'ai même arrêté de chercher quoi que ce soit. Mais l'histoire en elle-même, elle est quand même tout à fait évocatrice. Bon, ben on va en parler puisque vous l'évoquez. Donc, l'histoire de Sébastien, c'est une histoire qui remonte à 2012. Hein. Non. Bah, Sébastien, on est dans les années 1993. Ah oui, c'est après, c'est 2012, c'est quand on vous en reparle. Bravo. Ok. 1993, avec mon équipe, à un moment donné, il y a Jacques, qui n'est plus de ce monde,
chouette mec, j'aimais bien, chef de service éducatif, action éducative en milieu ouvert, qui nous parle de Sébastien et de sa sœur. Et Jacques nous dit, il y a deux jeunes, là ça vient d'une histoire assez terrible, puisque, pour faire court, les deux ont été pris en partouze par leurs parents dès l'âge de 6-7 ans, avec d'autres personnes qui ont consommé du gamin, donc dans des choses partouze, pédophilie, enfin des réseaux, etc. D'accord, les enfants étaient des objets sexuels. Ouais, et puis même ça faisait partie des scénarios qui fassent du sexuel entre eux, le frère et la sœur, sous le regard des adultes. Enfin, il y avait la totale, les objets, tout y était. Tout y était. Et donc vous l'avez reçu au centre, vous l'avez connu, c'est ça? Il ne s'agissait pas d'un centre, mais d'une structure d'accueil. Ouais. Je ne veux pas confondre parce que sur le plan institutionnel, encore là, il y aurait beaucoup à dire. Donc, en tout cas, la structure d'accueil que je dirigeais, j'en parle avec l'équipe, la petite équipe avec laquelle je bossais. Donc, à l'époque de mémoire, il y avait deux éducs, 2 assistants éducs et moi-même. On en cause de cette situation. Et je dis à Jacques, écoute, parce que Jacques pensait qu'il faudrait mettre l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et moi, je lui disais, je ne suis pas certain. Il ne faudra pas qu'on soit piégé dans ce fantasme, parce que tous les deux, ils ont eu des rapports sexuels, que quelque chose n'est pas possible. Il y a une façon de regarder les choses. Si tu es d'accord, d'abord, on va les rencontrer, et puis ensuite, on va voir, on avancera pas à pas pour voir si on peut faire un boulot avec eux. C'est ce qu'on a fait. On les a rencontrés tous les deux. Voilà. Et l'un et l'autre, l'un après l'autre. D'abord Sébastien, ensuite sa sœur. Et Sébastien était plus jeune que sa sœur. Et Sébastien, petit à petit, disait, mais moi, ce sera chouette que ma sœur vienne là. Et moi, j'entendais pas que ce sera chouette par rapport à quelque chose de sexuel, pas du tout. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, justement, est-ce qu'il retrouve le lien frère-sœur. Frère et sœur, oui, bien sûr. Ouais. Et moi, c'était là-dessus que j'ai fait le pari. Et la sœur est venue. Et donc, moi, j'avais un rôle un peu décalé par rapport aux éducateurs, mais ça m'a permis d'avoir toujours des contacts avec l'avocat de la partie civile, c'est-à-dire eux, puisque les parents étaient bouclés. Hein. À l'époque, les parents étaient en tôle. Voilà. Et il n'y a pas que qui était en tôle. Il y avait aussi un flic dans cette histoire, et il y avait 2 autres personnes. Et la mère était archi complice donc du père. Ce qui fait que les sentences, à l'époque, vont être quand même assez balèzes. Voilà. Donc j'ai accompagné ce jeune et sa sœur. C'est les accompagner jusqu'au procès, c'est ça? Jusqu'au procès, ouais. et même après le procès. Et on a vraiment, de mémoire, pris soin vraiment par le menu jusqu'à aller visiter la salle d'assises avant le procès. Enfin, la chambre d'hôtel qu'on a choisie. Enfin, il y avait tout un tas de choses. Il nous inspirait de prendre particulièrement soin de tout ce qui allait se passer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. On a pris soin d'eux. Et en particulier à l'époque aussi, je salue parce que entre-temps, la structure d'accueil a évolué. Il y a eu un chef de service. Ça m'a permis, moi, de nouveau de me décaler, mais avec qui je m'entendais très bien sur le plan clinique et qui était donc psychologue clinicien. Et on s'entendait bien. Et donc, on a accompagné ces 2 jeunes, tous les 2, à la cour d'assises de Nancy. On doit être en 93-94. Donc là, jugement, le père prend 20 ans, la 20 mère ans assorti d'une 10 peine de ans, sûreté de 14. plus une peine de sûreté, la mère 10 ans, les autres complices 5 ans. Ouais. Voilà. Et 20 ans après, donc c'est surtout ce qui se passe après. Oui, alors donc on a un gamin, on a un couple frère-sœur qui a grandi dans une certaine ambiance, pour le moins. Et donc 20 ans après, moi je suis revenu du Maroc, je suis en relance de mon activité professionnelle et à un moment donné ou un autre, je vais rencontrer une éducatrice avec laquelle j'avais bossé et qui les avait connus et qui me dira qu'elle a eu en 2012 au téléphone, donc Sébastien. Sébastien, 20 ans ont passé. Adulte, quoi. Il est devenu adulte, il est devenu papa. Et elle ajoutera, dans l'échange que je vais avoir avec elle, et il m'a confié c'était vachement important pour lui, et l'éducatrice en question ne savait pas comment le joindre. C'est moi, en fait, qui l'avais joint, mais non pas par rapport à ça, par rapport à d'autres choses à l'époque. Mais elle n'avait pas mes adresses, mes coordonnées. 20 ans sont passés. Il faut resituer les choses encore dans le contexte. 20 ans. Et donc, elle me dira simplement quelque chose qui m'est resté. Sébastien te cherchait. Il m'a appelé, il a retrouvé mon adresse à moi, et c'est toi qui cherchais. Et il cherchait parce que Sébastien, en plus, il m'a dit au téléphone qu'il était aux prises avec d'incroyables pulsions sexuelles par rapport à son bébé. Son propre enfant à lui. Oui, bien sûr. Alors que lui-même a été donc bien sûr. dans le cas. Alors si on veut faire la morale, il n'a pas compris, lui qui a été dans le truc. Voilà, toutes ces conneries que j'ai pu entendre. D'accord. Voilà. Non seulement il n'a pas compris, il n'a pas à comprendre.
Voilà quelqu'un qui certainement n'a pas été compris aussi. Il faut arrêter les conneries. C'est pour ça que toutes ces conneries que je peux entendre ça et là, je fais un pas de côté. Non, voilà quelqu'un, manifestement, qui est aux prises avec un pulsionnel, qui n'a pas pu élaborer suffisamment. C'est comme ça que moi je dis dans mon langage, et qui pourrait nécessiter un cadre suffisamment contenant pour continuer le chemin avec lui, qu'il ait 30 ans ou qu'il en ait 40. Mais ça suppose qu'on mette non pas comme contingent, avant que le passage à l'acte ait lieu et qu'il fasse de nouveau une victime, ça suppose une façon de penser le vivant qui n'est pas celle que je rencontre dans ma chère société. Mais alors, pas du tout. Donc, du coup, on fabrique, nous, des Sébastien qui passent à l'acte sur leur bébé. Ouais. Nous, on les fabrique. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'autre et nous. Non, mais en même temps, il appelle au secours, là, puisqu'il sent qu'il... Oui, mais il appelle un au secours qui ne pourra pas avoir de but parce qu'il se trouve que, de fait, moi, je ne sais pas où il est. Il n'a pas laissé ses coordonnées, il n'a pas laissé le machin. C'est des circonstances qui vont amener à choper ce truc-là. Et des années après, j'y repense, je pense à lui, je me dis, merde, il y a de grandes chances qu'il soit passé à l'acte. Il y a toutes les chances qu'il soit passé à l'acte. Oh là là, je ne me raconte pas de salade avec ça. Il y a toutes les chances qu'il soit passé à l'acte. Mais ma colère, elle va du côté du politique, qui ne peut pas entendre un mec comme moi, revenant de chez Macron, mine de rien quand même, hein, 2017, qui ne peut pas entendre un mec qu'il va falloir quelque part qu'il le fixe, et évidemment ça ne va pas avec ma personnalité ou ma personne et mon développement personnel, le mien. Mais on ne me met pas, Jean-Jacques Gérard, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans une boîte. Le jour où certains ont compris ça, alors ça marche bien. C'est impossible. Voilà, je ne suis pas le mec du catalogue. Je me suis affranchi de suffisamment de choses pour que maintenant, je garde une certaine liberté de penser. Et on ne peut pas, par exemple, quand la conseillère justice du président, elle me propose de rejoindre, je ne sais plus, c'était un groupe de recherche. Commission d'enquête. Qui n'a rien à voir, en tout cas, avec mes postulats. Et simplement parce qu'effectivement, ça la rassure. Mais moi, je ne suis pas là pour rassurer les politiques. Soit ce que je dis, ils trouvent que c'est juste et pertinent, et à ce moment-là, on me donne des moyens, parce que c'est pas Jean-Jacques Gérard, c'est pas Zorro. Il dit, voilà, donnez-moi les moyens de créer un groupe de travail. Un groupe de travail, des gens sérieux, ça coûte des ronds. Mais quand je dis ça coûte des ronds, c'est 50 000 €. Et puis au final, on a un document qui va être tout à fait intéressant et qui va aller jusqu'à des propositions factuelles. Dans le cas de Sébastien, justement, la prévention, là, ça aurait été de suivre l'enfant, Sébastien, à 12-13 ans, non, il n'y a pas, non, c'est pas ce que ça aurait dû, non, ce qui a été fait a été fait. Pas du tout. Simplement, je peux déplorer dans la situation, c'est qu'aujourd'hui, alors là, on va revenir à d'autres choses, mais ça me tient à cœur. Ça remet en cause la pensée institutionnelle, ou beaucoup de pensées institutionnelles, qui fabriquent de la merde. Je m'explique. La plupart des éducateurs sont des personnes, je dirais d'un trait, même si c'est un peu grossier, qu'importe, mais je pense que ceux qui doivent m'entendre m'entendront, sont des personnes qui n'ont jamais fait de travail sur eux-mêmes. Je pèse bien mes mots. Jamais sont allés voir leurs propres blessures. Et leurs velléités de sauvetage de l'autre sont inscrites là-dedans. Ils ne sauvent rien du tout. Par contre, beaucoup sont sourdingues. Voilà. Ce n'est pas dans leur formation de faire un travail sur eux. Donc, malheureusement, ce qu'on peut souhaiter, parce que, alors, au travers de tout ça, on aurait pu souhaiter à Sébastien qu'à un moment donné, s'il se sent mal, il soit dans un dispositif où le paradigme régnant n'est pas punitif et n'est pas talionique au sens où je l'ai évoqué. Mais ça suppose une pensée politique qui soit complètement différente. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui sent mal et qui sent qu'il peut risquer de passer à l'acte, il ne cherchera pas forcément à voir Jean-Jacques Gérard. Il saura qu'il y a d'autres lieux, d'autres institutions, d'autres instances qui ont compris ce type de positionnement. Donc, ce que je déplore, Jean-Jacques Gérard, c'est pas de j'aurais été très emmerdé, même à la limite, de rencontrer Sébastien, parce que je ne connais pas aujourd'hui en France de dispositif pour répondre à sa problématique. Absolument pas. Moi, ce qui me choque, c'est ça, c'est que cette personne devenue adulte la ressent, cette pulsion, et lance, c'est un cri d'alarme. Ah ben ça, c'est clair. Et derrière, il est prêt à nous mettre en alerte. Oui, il est prêt, tout à fait. Il n'est pas pour ça. Ben, la preuve, c'est que moi, j'en parle. C'est quelque part, il m'a mis en alerte. Si j'avais pu le trouver, mais facilement, je ne vais pas passer mon temps à ça, mais à un moment donné, tac, j'ai essayé de repérer 2-3 trucs, bon, pas possible.
Voilà, même sur Internet, j'ai essayé les copains, machin, les trucs, mais pas possible. Il n'est pas trouvable. Mais ce dont je ne doute pas, c'est qu'effectivement, nous avions un jeune adulte, enfin relativement jeune, qui est aux prises avec de la pulsion, avec ses propres pulsions, et que ses propres pulsions rencontrent en lui des schémas qui viennent effectivement de ses propres blessures, c'est-à-dire lui ayant subi, si quelque chose, si effectivement un dispositif clinique qui réponde à ça lui est pas servi, mais elle lui sera pas servie parce que de toute façon, c'est pas l'état d'esprit en France. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas de prévention là. Mais non, mais Nous, il y a que dalle. on attend qu'il passe à l'acte. Non, mais il y a que dalle. Et après, on on juge. n'attendra rien Voilà. parce que le franchouillard et président de la République inclus est déjà convaincu, à la limite, que le punitif, la réponse sous l'angle du punitif et la réponse sous l'angle comment dirais-je, de placer les troubles et les perturbations psycho-affectives de façon contingente, ça c'est une réponse. Tant qu'on en sera là, on ne peut pas ouvrir les vannes de quelque chose d'autre. Donc, c'est bien parce que moi, ça me fout les boules, et ça me fout les boules parce que je vois bien se multiplier les passages à l'acte de toute nature. Il n'y a pas cet état d'esprit-là, il n'y est pas. Autrement dit, personnellement, si j'étais victime de quelque chose, ce serait d'avoir trop compris quelque chose s'agissant de l'humain. Et qu'aujourd'hui, ça ne peut pas suivre. Le politique, il n'est pas là où j'arrive. Du coup, je l'ai vu en allant au plus haut niveau comment dire, des politiques. C'est pas du politique, mais des politiques, ouais. C'est-à-dire à la présidence de la République. Et Chirac avait pigé un truc. Mais Chirac, il va arrêter à un moment donné. Je rappellerai quand même, mine de rien, que Chirac, même s'ils sont partis, parmi d'autres, hein, c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, je me situe comme citoyen de la société civile, donc je suis plus à l'aise avec tout ça. Mais il n'empêche que Chirac il y avait une certaine couleur humanisante qui lui a fait dire ce qu'il a dit, et il avait bien capté qu'il y avait des réponses qu'on n'avait pas encore trouvées qui allaient pile poil dans mes propos. Et c'est là que j'ai parlé de, comment dirais-je, de non-responsabilité circonstancielle associée à des circonstances éclairantes. Ça n'a plus rien à voir avec atténuante. Atténuante, c'est atténuante de la peine. Et moi, éclairante, c'est-à-dire les circonstances éclairantes, c'est toutes ces circonstances qui éclairent. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut, à un moment donné, en arriver là? C'est ni pour le condamner, ni pour l'excuser. Ce sont des faits réels de réalité psycho-affective. Et elles sont traitées jusqu'à maintenant comme contingentes. Et c'est le grand corps médical qui prend le dessus là-dessus. Donc là, il y a tout un tas de jeux de pouvoir, y compris dans le politique, qui fait que c'est pas demain la veille. Oui, c'est clair. Mais je comprends d'autant mieux la phrase prévention des comportements violents. C'est-à-dire que là, on pourrait agir en amont, c'est-à-dire aider les personnes plutôt que de les condamner. Prévention des comportements violents, ça suppose donc un regard sur le vivant, un regard humanisant, à mon avis, c'est-à-dire qui nous fait passer par les contraintes existentielles, et qui ne fait pas les éviter. On est des humains et on peut s'identifier, y compris à celui qu'on désigne comme un monstre. C'est pas si difficile, du moment que nous-mêmes, on est assez en humanité. Et à partir de là, on va déployer une politique à différents étages. Et c'est là que j'arrive. Une politique à différents étages qui va parler de la formation des acteurs du social, la formation des éducateurs, une autre façon de voir la formation, une autre façon de penser l'institution, y compris les institutions dites pénitentiaires, les prisons, d'une façon complètement différente. On ne peut plus penser de la même façon ces histoires-là. Et donc, il y a quelque chose qui va être humanisant et d'une certaine façon soignant. Et là, cet aspect humanisant soignant, là, va prendre beaucoup plus de poids. Et du coup, les campagnes nationales de prévention, là, elles auront de la gueule. Et on parlera, ça veut dire que des gens qui, demain, par exemple, sont aux prises avec des pulsions des Sébastiens, ils auront une ligne de téléphone vert. Sur cette ligne de téléphone vert, au bout de la ligne, il y a des gens compétents pour l'écouter. Il y aura des dispositifs cliniques avec des gens qui sont dans une posture humanisante. Il y aurait tout ça. Mais faute d'avoir entendu ce que moi j'essaye de dire, eh bien, on va continuer encore longtemps sur le mode dans lequel on est. C'est là que ce que vous dites sur la morale me frappe. C'est-à-dire que si on entend ça, on se dit, mon Dieu, c'est un monstre, on va pas chercher à l'aider. Ah ben c'est évident. Hein, si quelqu'un appelle en disant j'ai envie de violer mon enfant, au secours, on va dire mais vous êtes un monstre, il faut vous enfermer. Ouais. C'est ça un peu la réaction. Mais en même temps, quand on entend parler de ces pulsions qui dépassent la personne, elle agit donc un peu, c'est quelque chose qui agit en elle.
c'est plus son libre arbitre de faire cet acte. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est vraiment responsable de l'acte alors, en fait? Non, mais la question de la responsabilité convoque étymologiquement cette notion d'être en capacité de répondre. Mmh. Donc, est-elle en capacité de répondre de l'acte qu'elle vient de commettre? Ben oui. La réponse, elle est contenue dans la question. Ben, pas du tout. Absolument pas. Donc, elle n'est pas vraiment responsable, en fait. Donc, elle n'est pas responsable. En revanche, on ne va pas confondre ça avec la notion de culpabilité. Surtout pas. Alors là, ce sera une autre connerie. Parce qu'il ne s'agit pas ni de laxisme, ni de contraire du laxisme. Alors, soyez clair, parce que là, c'est très minutieux. Culpabilité, La responsabilité. culpabilité, c'est-à-dire qui a fait quoi? Donc, un tel a commis tel Jean-Jacques acte. Gérard a commis ça. Voilà. Il est coupable. Et ça, c'est vachement important. En revanche, ça, c'est important de le reconnaître. Donc, il est coupable, il n'est pas fou. Mais au moment où il a commis ça, et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire, comment dirais-je, les circonstances, y compris sa dimension de sujet, sa dimension psycho-affective, la nature de ce qu'on a pigé de ces perturbations ne lui permettait pas de faire mieux. Ah, donc, était-il responsable? Donc, il n'est pas responsable. Voilà. La non-responsabilité circonstancielle, et ce sont des circonstances éclairantes, Et non atténuante. et non atténuantes. Il y On a n'a plus une rien à foutre subtilité, avec là. ça. Ouais, On n'a ouais. plus rien à foutre avec ça. On revient à donc, la notion de responsabilité. À mon avis, elle serait très peu utilisée. De non-responsabilité circonstancielle, alors là, oui, beaucoup. Et puis, il y aurait peut-être une troisième qui est celle de l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aux prises avec des sortes de folie. Voilà. Et ce qui n'empêcherait pas, du reste, que même ceux qui sont aux prises avec des sortes de folie, si eux, ils ont commis, alors certains semblent ne pas être en capacité de reconnaître qu'ils ont commis. Dans l'idée de non-responsabilité circonstancielle, les personnes sont en capacité de reconnaître qu'elles ont commis. Mais en même temps qu'elles sont en capacité de reconnaître qu'elles ont commis, elles sont aussi en capacité de reconnaître que c'était plus fort qu'elles. Et les deux ne sont pas contradictoires. J'ai commis quelque chose dont c'était plus fort que moi. J'en suis désolé. J'ai mal pour ce que j'ai fait et pour la victime. Ils en sont tout à fait capables. Mais c'était du plus fort qu'eux. Ce plus fort qu'eux, est-ce qu'il appelle une grande considération. Donc ça ne peut plus être contingent, ça doit être central. Et ça n'empêche que le cadre judiciaire fasse son boulot et reconnaisse comme coupable sieur un tel parce qu'il a fait ça, mais circonstanciellement non responsable. Et à ce moment-là, on peut parler de Patrick Thomas, 18 balais, viol et meurtre de François. C'est évident qu'il n'était pas responsable. C'est pour moi évident. Mais capable de reconnaître les actes, oui. Donc, on est dans ce cas de figure. Et à ce moment-là, le dispositif qui va être un objet dans la sanction, c'était un dispositif fermé. On ne peut plus le penser de la même façon que cette espèce de carcéral qui agit dans le sens de la récidive. On a un dispositif qui respecte les personnes, qui les considère à tous les étages. Et du côté de la formation des gens qui encadrent aussi, et des gens qui sont soignants aussi, on repense les choses, mais de façon très, très différente. Ce n'est pas en termes de coût, c'est surtout en termes de penser l'humain autrement. Tant qu'on pensera l'humain comme on le pense avec cette morale de merde, on fabriquera de la violence. Alors, on a parlé de la clinique, de l'aspect clinique, les souffrances psychoaffectives, les constats. Alors, la partie éthique. Éthique, on y est déjà on est en train de, voilà, on est en train de. C'est le regard, c'est le parti éthique, c'est le paradigme. Un mot effectivement qu'on emploie souvent, mais on va dire la vision du monde, qui est sous-jacente à ça. Les valeurs, la vision du monde, sans l'avoir nommé éthique, on est dedans, on est plein pot dedans. L'humain, le regard sur l'humain, on est plein pot là-dedans. Et on est plein pot dans le lien entre clinique et éthique. Mais c'est pas con, parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même assez séparés, ces deux-là. Le monde judiciaire est quand même assez séparé du monde de psy, tout en utilisant le monde de psy, il y a une espèce d'alliance, il y a une espèce de pacte de loyauté entre ces deux aspects-là, qui pour moi est un truc qui sent un peu la merde. C'est-à-dire ça sent la merde, c'est-à-dire je te nomme expert, tu me la joues comme ça, tu fais. Enfin, il y a des trucs très ambigus souvent entre le judiciaire et le psychologique. Mais le psychologique, entendons-nous, qui est très souvent, qui est à mon avis faussement psychologique par certains côtés, puisqu'il est sous le dogme du grand corps médical. Et le grand corps médical, c'est pas demain qui va considérer les aspects que je suis en train d'évoquer. Alors, on a donc abordé ces différents aspects dans la prévention des comportements violents.
vous avez quand même des propositions à faire, ce que vous appelez des déclinaisons préventives. Ben, j'ai évoqué ça. C'est d'abord en amont commencer à repenser tout ça à la lumière des constats de la clinique. Voilà. Si effectivement il y a des gens qui comprennent que là il y a quelque chose d'intéressant, alors je vais me retrouver autour d'une table avec des gens que ça intéresse, comme je le disais, pluridisciplinaire, et on va bûcher à partir de 3 ou 4 lignes qui me paraissent importantes. C'est-à-dire, ça va avoir des déclinaisons sur les institutions, sur les formations, sur des campagnes nationales pour la prévention avec des lignes vertes qui vont s'adresser de façon humanisante à des gens qui demain pourraient commettre des choses terribles ou qui déjà commettent des choses qui les dépassent et se sentent complètement dépassés par ce qu'ils commettent. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer une ligne verte, comme on dit SOS femmes battues, par exemple. Si vous êtes battu, vous pouvez appeler. Là, si vous avez une pulsion, appelez tel numéro. C'est vrai qu'on est vraiment à l'opposé. Ça suppose de regarder ça d'une autre façon. Mais ça supposerait presque implicitement que les parties sombres de nous-mêmes, elles soient un peu plus éclairées. Puis acceptées. Eh ben oui. Voilà. Oui. À ce moment-là, on ne projette plus sur l'autre des choses qui, d'une certaine façon, j'allais dire, ce qui est terrible chez celui qui commet des choses terribles, il faut le reconnaître, c'est qu'il est en même temps une surface de projection, c'est-à-dire un bouc émissaire. Il est aussi un bouc émissaire. Et je peux vous assurer, quand il arrive à la cour d'assises, il n'a plus rien à dire. Il s'est muré. C'est le dernier truc qui lui reste, c'est de se protéger de tous ces regards haineux qui ne demandent qu'une chose. Et du reste, c'est pas con d'y repenser, parce que si demain on faisait des stats, on va s'apercevoir que 80% des Français voudraient un retour à la peine de mort, et si ce n'est ça, la peine substitutive, parce que c'est toujours avec la même référence, sans se rendre compte de ce que c'est, de pouvoir envisager la perpétuité réelle dans une tôle. Personne. Et il y a des gens qui se gargarisent de ça. Allez en tôle, mesdames et messieurs, y passer 6 mois, et ensuite on en reparle. Moi, je pense à l'histoire de Sébastien qui elle me remue cette histoire. Et je me dis, ce Sébastien, quand on le voit enfant au procès, il a 12-13 ans, il est la victime. Admettons qu'il passe à l'acte 20 ans après, on oublie cet enfant. Tout à fait. Mais merci. Pourtant, c'est Serge. le même. Oui. Merci Serge. C'est tout à fait ça. Mais pas moi, évidemment, puisque j'en reparle. Mais pas moi. Mais c'est exactement ça. Vous le dites très bien. On oublie cet enfant, on oublie tout ça. Et c'est comme si tout ça s'était pas passé et que d'un seul coup, donc de façon, on a marginalisé par rapport aux troubles et aux perturbations qu'il a vécues, et on finirait par moraliser à dire mais quand même, il aurait dû comprendre puisqu'il a vécu lui-même. Ça serait de sa faute. Voilà le raccourci. Voilà le raccourci. Ce raccourci, il est insidieux, il est pourri. Oui, parce que du coup, c'est le même être humain. C'est le même être humain. À 20 ans d'écart, on le considère comme un monstre ou comme une victime. Tout à fait. Si demain je le rencontre, Sébastien, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu peux m'en parler? Ça, c'est moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça t'est arrivé? Essaye de me dire, de me décrire. Voilà. On ouvre un cadre, bien sûr confidentiel. Et même si d'un moment donné, la loi pourrait m'imposer dans la procédure que le psy que je suis puisse éventuellement faire une déclaration, je vous dirais qu'il y a 8 chances sur 10 que je ne la fasse pas. Parce que celui que j'ai accompagné pour aller vers plus ou mieux de vivant, puis à un moment donné se retrouver en tôle, c'est-à-dire là où effectivement tout ça c'est pris là-dedans, c'est-à-dire dans cette espèce de punitif moraliste, là je crois que ce serait mes limites à moi. Vous voyez, j'essaierai de faire ce que je peux moi-même en tant que personne, d'un sujet à un autre. Comment je peux t'aider? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Moi je veux bien te piler un coup de main, mais ce serait quoi d'après toi? D'après toi? Pas moi, grand éducateur qui sait tout. Bien sûr. On arrête les conneries. D'après toi? Bon, ok. Si tu es d'accord, on se revoit. Tu réfléchis, on se revoit la semaine prochaine. Ce serait plus ça que je ferais aujourd'hui. Parce que j'ai rien pour me fier aux structures actuelles. Alors là, je vais y venir vraiment plein pot, qui d'un côté, les éducateurs, tout ce qu'il y a le secteur socio-médico-éducatif, ils font l'impasse sur le travail sur eux-mêmes, c'est certain, sauf exception. Mais la deuxième impasse qu'ils font, c'est l'impasse de la supervision clinique. C'est-à-dire la supervision clinique, c'est ni plus ni moins, mais c'est pas rien. Quelqu'un qui est au-dessus, pas au-dessus. Qui supervise. Quoi. Oui, mais c'est pas au sens qu'à la supervision. Non. Un superviseur clinicien, c'est quelqu'un qui sait écouter un thérapeute, un éducateur, une assistante sociale, enfin tous ces gens qui se coltinent avec la merde humaine, qui sait l'écouter, qui sait lui offrir un espace d'écoute. À l'endroit de cet espace d'écoute, la personne va parler d'elle
du point de vue professionnel. Un exemple, je suis éducateur, j'étais avec tel gamin, et là, j'ai senti que j'avais une difficulté, c'est venu me chercher, tata. Le superviseur va l'aider à éclairer cette zone-là. Les enjeux relationnels à l'occasion de l'exercice professionnel. Ça, c'est le numéro 1 de la supervision clinique. Mais pour le superviseur que je suis, le numéro 2, c'est le regard sur la pratique. Ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, c'est, on pourrait dire, la gestion de conflits. La gestion, ou plutôt la régulation de conflits, je préfère. La gestion, on est dans une époque où tout le monde veut tout gérer, et croit tout gérer, et gère rien. Donc, régulation de conflits, regard sur la pratique, supervision clinique. Ces trois-là, ça s'appelle un espace, une instance clinique. Ça, je ne connais pas une institution, alors que la loi pourrait l'y inviter à pouvoir faire ça. Je ne connais pas beaucoup de superviseurs qui soient suffisamment formés pour proposer cet espace clinique-là. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que quand les gens se retrouvent dans des endroits où la relation qu'ils vont avoir va venir les chercher dans des zones, leur zone à eux perturbée, il n'y aura rien pour éclairer ça. Et ce n'est pas les discutailles autour du café, du couloir, qui vont y changer quoi que ce soit. Évidemment. Il n'y a aucune rigueur du point de vue clinique et du point de vue éthique chez ceux qui devront en avoir plus que nous, c'est-à-dire les travailleurs sociaux. D'accord. Mais ça vous arrive des fois, parce que quand je lis les propositions, hein, le texte qui est sur votre page psychoressources, il y a un moment où vous parlez là de cette dame qui est elle-même éducatrice et qui projette sur une enfant. Je vous rappellerai que quand je parle de ça, le superviseur, c'est moi. Oui, c'est pour ça. Ça existe quand même. Il y a des. Non, mais parce que c'est dans votre façon de travailler. Je vous rappellerai quand je vous parle de ça que le superviseur, c'est moi. Il m'a fallu 10 ans, mais 10 ans et peut-être un peu plus, pour peaufiner ce dont je suis en train de vous parler. Donc, c'est pas du pipi de chat. D'accord. Pour le peaufiner. Et je me suis rendu compte après coup, et notamment descendant de mes montagnes, après coup, qu'il y avait un décalage énorme entre la pensée que j'avais continué à élaborer parce que ça me tenait à cœur, et pour cause, et ce qui se passait sur le terrain. Sur le terrain, vous avez toutes les institutions qui, à partir de la loi, je crois que c'est celle de 2007 ou de 2002, un seul souci, c'est leur vitrine sociale. C'est-à-dire, ça va donner quoi? On a chez nous une supervision clinique. Qu'est-ce que c'est? On a un psychiatre qui se pointe avec un paperboard et qui leur fait des dessins, machin. Ça leur sert à rien. On va avoir d'autres, un consultant un peu opportuniste sur les bords qui aura fait de la PNL et qui croit qu'avec sa PNL, il va pouvoir, avec le mot supervision, faire... Non. Moi, je repars des besoins des professionnels. Et j'ai fait l'expérience pas mal de fois. J'écoute les besoins des professionnels. Et à partir de là, j'essaye de mettre en vis-à-vis une réponse sous la forme d'un dispositif qui soit efficace par rapport à leurs besoins. Et une fois que ça s'est mis d'accord, je leur dis autre chose à ces professionnels. Je leur dis, ne soyez pas comme des enfants qui attendent le biberon. Si d'aventure vous trouvez que ça c'est chouette, individuellement, je vous invite à vous trouver individuellement votre superviseur. Pas qu'il arrive dans l'institution, comme le biberon qu'on vous amène. Mobilisez-vous. C'est la différence entre l'assistance et l'assistanat. Voilà. Merci. Mobilisez-vous, bougez-vous le trou du cul, parce que si ça a vraiment de la valeur pour vous, ça vaut le coup de se bouger le cul. Ça vaut le coup, vous trouvez votre superviseur et vous aurez votre espace. Il travaillera il y a deux façons à peu près de travailler, soit dans un groupe, mais avec des gens qui ne viennent pas du même institution. Et là, ça crée une dynamique tout à fait riche, soit en individuel. Il y a deux modes de travail. Ensuite, vous le paierez. Et ensuite, vous négocierez tout ou partie de la prestation avec votre direction. Là, vous serez des acteurs. Mais si ça, vous n'êtes pas capable de le faire, parlons d'autre chose. Ouais, et bien, je peux vous assurer que ce que je viens de dire, il y en a 1 sur 20 ou sur 30 qui va être capable de faire cette démarche. Ben surtout si cette démarche va lui permettre après peut-être d'approcher un patient et de lui permettre de ne pas passer à l'acte. La démarche, ça va lui permettre à chaque fois qu'il est en difficulté, ce travailleur social, éducatif ou tout ce qu'on veut, il y a un moment donné, il va pouvoir repérer, moi je suis psychothérapeute et psychanalyste, j'ai un superviseur. Tous les 15 jours, je le vois. La démarche, c'est quand à un moment j'arrive et que je lui dis, voilà, je suis en difficulté avec une patiente, je vais poser la situation suffisamment, et il va m'inviter à y réfléchir, et de temps en temps, il va me faire des retours tout à fait éclairants. Comme par hasard, quand j'arrive la semaine suivante face à la même patiente, dans la minute, le problème est réglé. Comme par hasard. Donc, ça vaut le coup. Surtout quand on sait qu'il n'y a pas de hasard, effectivement. Ça vaut le coup. Oui, bah oui. Ça vaut le coup.
on se donne des moyens. Mais si on se donne des moyens, c'est Mais parce qu'on est motivé, c'est parce qu'on a des valeurs, c'est parce qu'il y a de l'humain. C'est tout ça qui est au. Puis ça vaut le coup pour toute la société. Mais parce ça vaut que- le coup pour toute Bah, la bien société. sûr, Par c'est conséquent. pas égoïste là du coup. Non, mais je pense que plus on va vers nous-mêmes, plus on rencontre de l'humanité, c'est pas, on sort de cette morale égoïste, pas égoïste. Il y a quelque chose de très généreux, c'est mon point de vue, de la nature qui est en nous, pour autant qu'on y arrive à cette nature. Bah, c'est le problème, c'est d'y arriver, parce que ça sous-entendrait quand même qu'il faut tout refondre, même la formation des Non, des ça, personnes qui non, accompagnent. ça dit, ça sous-entend rien. Ça dit qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent du côté de l'humain. Mmh. Et la première des échappées, c'est vous-même. Vous échappez à vous-même. Et les gamins dont vous vous occupez viendront vous le rappeler. Mais si d'aventure, vos portes ne sont pas ouvertes parce que vous êtes complètement embrouillé avec tout un tas de conneries à l'intérieur de vous et de conditionnements, vous ne saurez pas répondre à ce gamin et vous serez certain de lui avoir répondu. Mais il passera à côté. Et ça, j'en ai vu des tonnes. Mmh. Donc, arrêtons de nous raconter des salades. Il y a un vrai besoin que dans la formation, on introduise cette idée d'un travail sur soi, mais pas n'importe lequel et pas avec n'importe qui. Parce que tout, ça est devenu à la mode aussi, travail sur soi. Ah bah oui, Moi, j'ai plein de gens qui me disent, je travaille sur moi. Je dis, comment vous faites? Ouais. Eh bien, ça fait 10 ans que je réfléchis à moi. Ben, avec ça, on est servi. Hein. Oui, en autodidacte, c'est un peu difficile. Tout seul, c'est pas évident. Non. On a quand même besoin. Là, il s'agit d'être accompagné et pas n'importe comment. Et c'est pour ça que l'émission qu'on a peut-être ouverte pour la fois suivante, elle va mieux nous préciser toutes ces modalités de l'accompagnement psychologique, voire psycho-affectif. On en parlera dans quelques secondes, puisque l'émission approche de sa fin. Juste une chose, je voulais dire quand même, c'est que après, c'est ces professionnels qui seront formés, qui auront eux-mêmes suivi voilà, un accompagnement pour chasser les démons de leur passé personnel. On va se retrouver face à une justice qui quand même continue à condamner, plutôt qu'à chercher des circonstances atténuantes plutôt qu'éclairantes. Non. Ça changerait tout ça, vous pensez? Non, mais attendez, mais moi, de toute façon, je suis pas dans je suis relativement dans l'utopie. Je vous dis simplement que la pensée à laquelle j'adhère, c'est celle qui consiste d'abord en amont, et j'ai accédé à avoir une vision du monde très différente de mes semblables. Ça, c'est une chose. J'ai pas la prétention que demain, et puis d'avoir des modalités avec de nouveau petit A, petit B, petit C, pas du tout. J'ai juste pensé qu'à un moment, et peut-être le politique, s'intéressant à là où j'en suis, donc dans cette pensée qu'a cheminé depuis plus de 30 balais, qu'à un moment donné, eh bien, et c'était, ça avait le sens, c'est pas à moi de payer tout ça, ça n'aurait aucun sens. Ça concerne la société, ça me concerne plus moi. En partie, j'y suis sensible, ça c'est clair, sans ça je serais pas là. Ça concerne la société. Y aura-t-il du politique pour entendre ça et qu'à un moment donné, on se retrouve autour d'une table avec une équipe pluridisciplinaire pour penser effectivement les modalités d'application et tous les champs que ça recouvre. Voilà, moi j'en suis là. J'ai ma petite idée quand même. Là où je suis passé, supervision clinique, psychothérapie, c'est quoi et c'est comment, etc. Donc là, j'ai effectivement des idées. Ensuite, comment ça peut s'appliquer? Ça, c'est effectivement, peut-être, ce sera jamais. Mais je ne vais pas, à moi tout seul, avoir tous les tenants et aboutissants. Simplement, je dis que tout ça m'a révélé que c'était articulé à une vision du monde qui est complètement pourrie. Et l'humanité, l'humain là-dedans, il devient réduit à une peau de chagrin. Et c'est révélateur, ce chemin que moi j'ai fait autour des violences, est révélateur que l'humain est réduit à une peau de chagrin. C'est clair. Mais c'est vrai que là, des fois, on voit plus l'humain, on voit le monstre derrière, on voit autre chose. C'est une vision collective, des projections peut-être. C'est une projection de la part d'ombre qui est en chacun de nous. Donc il appartient à chacun, et non pas au collectif, de s'affranchir de sa part d'ombre. Et puis s'affranchir de l'idée qu'on est tous blancs. Moi, si je peux parler, j'ai parlé la semaine dernière avec un mec qui a tué un nombre de personnes assez considérable. Mais j'avais un humain en face de moi. Qu'en dites-vous, qu'en pensez-vous, et vous, monsieur Gérard, etc. On était dans un échange, mais ça suppose que l'envie de tuer, je sois tout à fait au parfum, que moi, si je ne l'ai pas eu dans toute ma vie une centaine de fois, et si pour une ou deux fois je ne suis pas passé à l'acte, je ne sais pas à quoi ça tient. Donc, à partir du moment où on sait qu'on a ça en nous, on a tous putain d'envie celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Effectivement. C'est du même tonneau. Mais se connaître comme un pécheur, y compris au sens de Jésus de Nazareth, et pas de l'Église, moi je mets toujours ça de côté, mais se connaître pécheur, c'est un sacré boulot, sans se juger. Vous voyez, le pécheur sans se juger. C'est-à-dire, on peut tomber. On peut accepter sa faiblesse, on peut accepter. C'est ça, c'est se connaître faible, se connaître vulnérable. Ça ne veut pas dire entretenir le vulnérable, ça veut dire se connaître vulnérable. Il va de là, il va se générer tout un tas, une vision du monde très différente. Mais ça suppose de faire un chemin perso.
Et on va essayer de le faire. Chacun pour soi, comme on dit. La prochaine fois, donc aujourd'hui, nous avons abordé avec vous, Jean-Jacques Gérard, la prévention des comportements violents. J'invite nos auditeurs à aller lire vos textes sur le site Psychoressources. Dès que j'ai une idée que je trouve un peu sympa, je la fous. Et puis les gens qui veulent... Ah oui, tout à fait. J'ai mis le lien sur le texte de la vidéo Facebook. Retrouvez les textes de Jean-Jacques Gérard, parce qu'au moins on aura tout le texte des préventions des récits des violences. Oui, merci, parce que c'est une bonne idée, parce que celui-là, il est assez complet, il y a 10 pages, qui résume assez bien les grandes lignes que je viens de dire. Et qui reprennent ce que... Voilà, et puis avec des exemples cliniques qui vont au-delà de Sébastien. Et la prochaine fois qu'on se revoit, le mois prochain sûrement, oui, on essaiera d'aborder l'accompagnement psychologique de l'homme perturbé ou troublé. L'accompagnement psychologique. Selon mon point de vue, d'après mon expérience, c'est qu'est-ce que ça induit d'être formé soi-même, comment, tous ces chemins-là, et puis par là même, de pouvoir peut-être conjurer un peu tous ces imaginaires de pseudothérapeutes. Jean-Jacques Gérard, merci. Ok, à bientôt, au mois prochain. Okay. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast sur www.osmose-radio.fr. Vous nous écoutez aussi chez nos partenaires de Rage FM 90.3 le dimanche soir à partir de 22h pour cette émission Bien-être Osmosène. En attendant, passez du bon temps, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Touche pas mon art, le deuxième happening. Vivez un grand moment d'art et de partage pour cette deuxième édition de l'happening artistique Touche pas mon art. Vendredi 8 mars, à partir de 18h, le Novotel Avignon Centre accueille Gaël Anas, G7, Jean-Bernard Tessier, Sylvie Bang Bang, Maï Roussin, Dans Attitude, le Pyrogang et Cyril DJ Flix au platine. Retrouvez-nous vendredi 8 mars de 18h à minuit au Novotel Avignon Centre pour Touche pas mon art, le deuxième happening. Et l'entrée est gratuite.